Alors, rapidement, je vais faire une introduction rapide. Donc Valérie, vous pilotez la transformation numérique d'un groupe agroalimentaire mondial, derrière des marques que nous connaissons tous. Alors j'ai cité Bayvel, mais il y a aussi la vache qui rit, vous connaissez tout ça. Par ailleurs, vous êtes aussi engagé dans la transformation digitale du groupe, mais aussi engagé dans la transformation humaine comme avocate de la diversité des métiers IT, comme plus récemment avec l'association Bell, avec French Women CIO et Sodexo. Voilà. Et voilà. Donc j'avais autre chose et puis je me suis dit non, je vais faire plus court. Donc, parce que c'est vrai. Donc 10 ans chez Envivo dans différents postes. Stéphane, vous avez atteint aujourd'hui le poste de Chief Data Officer, car digital, oui tout à fait. Ça, c'est mes petites cartes, elles sont pas mal. Car pour vous, au cœur du monde agricole, la valorisation des données depuis l'amont, la production, les semences, les exploitations, jusqu'à la distribution est fondamentale. Et si je dis pas de bêtises, vous avez organisé récemment aussi un hackathon avec vos équipes, je crois. Par ailleurs, vous êtes aussi pas mal sur l'agentique AI, justement, dans ce hackathon. Vous avez aussi travaillé, je sais mes cartes sont complètement... Vous avez été aussi au InVivo 2025, vous avez pu parler de tous ces sujets-là, et c'est vrai que c'était très intéressant. Bon, je vous laisse de toute façon entre de bonnes mains avec Christophe Lopez, qui va donner ça. Merci beaucoup. Merci. Donc bienvenue à cet échange. Donc on a intitulé AI for Food. Et quand on s'est dit AI for Food, comme on est dans un secteur, le secteur du vivant, le secteur du terroir, le secteur des émotions, avec des flux physiques, on a souhaité, avec Valérie et Stéphane, axer cette intervention sur le concret, sur l'impact réel, pour dépasser un peu des discours trop techniciens. Et donc l'idée, c'est de voir ensemble comment la graine IA est passée de la promesse à l'impact réel. Donc avec, peut-être pas, on a rien dit sur le groupe InVivo, peut-être 2 mots sur le groupe InVivo qui est peut-être pas très connu. Tu le dis, je le dis. Je peux peut-être le dire rapidement. Donc le groupe InVivo, c'est un groupe agro-industriel, le premier groupe agro-industriel européen, qui est assez diversifié. On travaille dans le monde de l'agriculture, où on fournit à des agriculteurs directement ce dont ils ont besoin pour produire, à travers notre réseau de coopératives, mais aussi à travers Souffle Agriculture en France et en Europe de l'Est. On travaille aussi sur l'ensemble des nouvelles solutions qui justement accompagnent la production agricole autour de la fertilisation, donc comment on nourrit la plante, autour des phytos, comment on protège la plante, et puis autour des semences, comment on sélectionne les variétés du futur. On est le premier trader, en tout cas on exporte 65% du blé français, avec notre filiale de trading. Nous sommes également on a 2 entités extrêmement importantes dans le monde de la transformation des denrées agricoles. Une première filière sur la transformation de l'orge en malt pour fournir la filière brassicole. On est numéro 1 de production de malt au monde. Et puis une deuxième filière de la production de farine à partir du blé, à travers nos moulins, cette farine étant destinée aux boulangeries artisanales, mais aussi aux industriels de la transformation de cette farine en produits de viennoiserie, boulangerie, etc. Et puis enfin, nous sommes aussi dans le monde du retail, dans le monde du B2C, à travers nos marques Jardiland et Gamme Vert. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, Valérie, ce qu'on s'était dit qui pouvait être intéressant, c'est que vous nous partagiez le momentum où en fait l'IA est passée d'un sujet d'étude, d'un sujet pure innovation, à un sujet avec un vrai levier business. À quel moment il y a eu cette bascule chez Bell ? En fait, moi j'ai vu 2 points d'inflexion. Le premier, et à mon avis je ne suis pas la seule dans l'assistance à qui ça a fait ça, a été au moment de la sortie de ChatGPT. Tous nos comités de direction se sont passionnés pour le sujet, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit qu'il faut absolument qu'on utilise le Gen AI pour travailler mieux, pour améliorer notre productivité, pour être plus efficace. Et donc nous, on était ravis d'avoir ces discussions et en même temps on en a profité pour mettre sur la table le sujet de l'intelligence artificielle d'une manière beaucoup plus globale. Et puis on en a profité aussi pour remettre sur la table quelque chose qui était très difficile à faire évoluer, c'était toute la problématique autour de la donnée. Parce que la donnée, c'est quand même la matière première de l'IA. Et on était dans une société qui ne prenait pas beaucoup soin de sa donnée, en tout cas qui n'y attachait pas assez d'importance. Donc là, on a commencé à être entendu. Et ça nous a donné un grand coup d'accélération parce qu'on a eu des budgets supplémentaires et des ressources allouées pour travailler sur ces thématiques-là.
Et puis le deuxième point d'inflexion, il est arrivé plus récemment. Il est arrivé il y a quelques mois, il y a entre 6 et 10 mois, quand nos premiers programmes de transformation ont commencé à arriver et à être exécutés. On a commencé à avoir des fonctions qui se sont retrouvées digitalisées alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, de la donnée disponible. Et donc là, les cas d'usage ont commencé à apparaître et à intéresser nos métiers. Et alors là, on n'a pas eu de nouveau des budgets supplémentaires, mais en tout cas, on a eu la promesse de mettre dans nos roadmaps des travaux sur ces thématiques. Pour toi, Stéphane ? Il y a eu plusieurs choses. Bon, déjà, on n'a pas attendu l'IA pour se poser des questions sur est-ce que le digital nous permet de transformer nos modèles économiques, notre façon de travailler. Dès 2018, une décision du conseil d'administration assez assumée, totalement assumée, de créer au sein d'InVivo une Digital Factory qui serait en charge de l'exécution de la transformation digitale. On a commencé comme ça. On a développé des plateformes qui ont changé résolument les comptes de résultats de nos métiers à travers des plateformes plutôt orientées sur la partie e-commerce en B2B, mais aussi en B2C, et puis une plateforme de machine learning sur la partie industrielle. Et en fait, un petit peu comme toi, Valérie, avec l'émergence de la GenAI, qui a démocratisé l'intelligence artificielle, puisqu'on en parlait depuis un petit moment déjà, on a eu cet effet d'accélération. En fait, une révolution dans la révolution. On était déjà en train d'implémenter la révolution digitale, et là, en fait, avec l'IA, il y a un effet de booster, d'accélérateur, avec pour nous une obsession, c'est de dire comment on passe de la promesse, qui est énorme, à quelque chose avec un vrai impact, en fait, un impact mesurable et quantifiable. Et donc, il nous a paru assez évident de passer, pour pouvoir avoir un impact significatif, de devoir imaginer l'IA à l'échelle. Donc, pour nous, l'approche IA chez InVivo, c'est une couche d'efficacité et de résilience qu'on implémente à travers des outils digitaux déjà existants. Voilà, pour accentuer, accélérer, augmenter l'usage et l'expérience de différents personas du client final qui va dans une jardinerie en passant par un agriculteur ou un boulanger, quoi. Donc, et du coup, on a une promesse là qui est de parler de l'impact réel. Est-ce que sans rompre une confidentialité trop importante, vous pouvez nous partager des cas très concrets de ce que l'IA fait aujourd'hui dans des groupes agroalimentaires ? Alors, tout à fait, il y en a deux sur lesquels on communique régulièrement. Le premier, il est en marketing. On a développé l'année dernière une application qui est un générateur de concepts. Donc l'idée, c'est un moteur de GenAI qui est connecté à des études marché, à des études conso. Et l'objectif, c'est de proposer des concepts de nouveaux produits basés sur un segment attendu et une catégorie de produits. Donc un concept de produit avec un packaging, avec une proposition de valeur. Donc les équipes marketing ont regardé le résultat de cette application et quels étaient les concepts qui étaient proposés et les ont trouvés très valables, voire plus valables que les workshops d'idéation qui pouvaient avoir lieu et en fait un vrai niveau de qualité dans les concepts proposés parce que aussi peu de limites, peu de biais et donc ça a généré beaucoup d'engouement. On les a testés auprès de nos différentes équipes de marketing. Et puis maintenant, toutes les sessions d'idéation sont générées via le GenAI. Donc ça, c'est notre premier exemple. Le deuxième exemple, on n'est plus en GenAI, on est en machine learning. C'est encore en cours de développement, c'est un gros projet. L'objectif, c'est à partir d'une liste de matières premières et d'un process, d'être capable de prédire le produit fini avec sa couleur, sa texture, sa conservabilité et son goût. Donc la perception sensorielle, le goût, l'odeur. Et puis l'exercice inverse, c'est-à-dire à partir d'un produit fini, quelles sont toutes les différentes typologies de recettes qui vont permettre d'arriver à ce produit. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de sélectionner les meilleures recettes, celles qui sont potentiellement soit les plus économiquement viables, soit celles qui ont un impact CO2 le plus faible, mais en tout cas, en tout état de cause. Et l'enjeu aujourd'hui avec ce projet-là et ce modèle d'IA-là, c'est de diminuer le nombre de tests et de pilotes avant de lancer la production de nos produits.
Alors, bon, pour rebondir peut-être sur cet dernier exemple, en fait, ce qui nous caractérise, c'est qu'on travaille dans le monde de l'agriculture et de l'alimentaire, et qu'on travaille à partir d'une matière première qui est, par définition, variable. Donc on est obligé d'adapter en permanence nos process de transformation. Je vais vous donner un exemple. Bon, pour faire du malt, il faut de l'orge. L'orge, c'est une céréale. Vous avez certainement tous mangé du malt avec de l'ovomaltine ou dans des céréales, un petit déjeuner. Le malt, il est consommable. L'orge, essayez d'en manger, vous allez voir, ça fait bizarre. Ou alors, ça va vous faire un gros chewing-gum dans la bouche et puis c'est tout. Donc on est dans un process qui transforme l'orge en malt à travers un process qui est assez long, avec des gros batchs de transformation et qui nécessite de l'énergie, de l'eau. Et en bout de chaîne, on doit présenter un malt qui correspond à des cahiers des charges de donneurs d'ordre, des brasseurs. Par exemple, Heineken, qui, pour sa bière, a besoin de telle couleur de malt, de tel niveau qualitatif, etc. On a 12 critères, même un peu plus. On a développé 12 algorithmes qui, justement, modélisent tous ces critères qualité. Et en fait, on a intégré ça dans une plateforme de machine learning qui permet aux chefs malteurs, donc aux directeurs de production d'usines, on a une 50aine d'usines dans le monde, d'être accompagnés par une IA au moment où il a besoin de décider d'adopter telle ou telle stratégie dans la transformation de son orge en malt à des moments clés du process. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est assez content. Ça nous permet de faire un optimum entre la qualité du malt en sortie d'usine et le rendement transformation de l'orge en malt. Et ça, c'est déployé aujourd'hui dans une dizaine d'usines. Et on est en train de passer encore un niveau à l'échelle. Il y a d'autres sujets autour du change management, la capacité à accepter, mais bon, voilà. Puis le deuxième exemple très rapide, Digital Factory d'Invivo, c'est un software provider. Donc forcément, on a des développeurs. Et donc là, on a eu une adoption massive des outils d'AI, donc à partir notamment de Cloud Code, pour nous permettre justement d'améliorer notre productivité de delivery logiciel. Et là, on a des effets majeurs. J'ai pas envie de parler de productivité, j'ai envie de dire qu'on travaille mieux. Dans le même temps, on produit plus de choses et en meilleure qualité, en fait. C'est ça qui est tout à fait impressionnant, avec un énorme change aussi à opérer pour les développeurs informatiques. Merci. Dans le côté impact réel, ça nécessite un passage à l'échelle, puisque l'impact réel, s'il se fait sur 3 personnes, il n'est pas vraiment réel. Et du coup, Valérie, par exemple, comme vous pilotez l'ensemble de la transformation digitale du groupe Bell, qu'est-ce qui est, selon vous, déterminant pour sortir de l'écueil des POC? On enchaîne l'époque, et puis en fait, il ne se passe rien, et jamais on a vraiment ce passage à l'échelle, cette industrialisation, comme ici on est des industriels, de l'IA. Alors nous, on n'a pas encore fait de grand passage à l'échelle. Donc là, je vais un peu imaginer ce qui va être important pour nous. Je pense qu'on a vraiment besoin de retravailler la partie conduite du changement. On a eu quelques cas, alors POC, qu'on a voulu déployer, et on s'est rendu compte que finalement, nos utilisateurs utilisaient nos outils. Et puis assez rapidement, l'usage commençait à décliner, et puis finalement ils revenaient à leurs anciennes méthodes de travail. Probablement parce qu'il y a un effet d'habitude, parce qu'il y avait aussi, je pense, un effet confiance, parce que le GenAI, c'est pas toujours d'une grande fiabilité, mais après, à partir du moment où on en est conscient, il y a des plans d'action à mettre en œuvre. Et donc, ce qui nous paraît important maintenant, quand on va essayer de déployer d'une manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus large nos différents outils, c'est d'accompagner nos équipes avec nos équipes de transformation, de bien définir comment ces nouveaux outils percutent les manières de travailler, comment finalement le business process va se retrouver complètement challengé, et potentiellement, il n'y a peut-être pas que le business process qui est challengé, mais aussi l'organisation. Et donc maintenant, pour essayer d'éviter l'effet multipoc, et pour rentrer dans l'effet déploiement à l'échelle, on veut vraiment systématiquement être accompagné par nos équipes de transfo. Ouais, donc pour éviter l'effet POC vitrine, nous on a identifié, alors on est en pleine industrialisation, donc on a identifié, on va dire, 5 facteurs clés de succès.
Le premier, c'est d'imaginer l'IA non pas comme justement du one-shot, mais bien comme une capabilities produit, qui a un cycle de vie produit, et il faut rendre cette capabilities produit accessible à tous. Donc le deuxième, c'est que cette capabilities produit s'appuie sur de la data. Et un des écueils, c'est le passage à l'échelle, de ne pas travailler une data plateforme qui soit bien structurée, élastique également, avec de la data en qualité et en quantité. Et bien souvent, on oublie un petit peu ça, parce qu'à l'échelle d'un POC, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de données. Par contre, voilà, il peut y avoir des difficultés pour passer à l'échelle sans se préoccuper de la data, et avec une gouvernance bien adaptée sur cette donnée, avec l'ensemble des parties prenantes. Ne pas oublier, alors nous on est une Digital Factory, donc on travaille main dans la main avec la DSI, mais surtout ne pas oublier justement la DSI sur le sujet, ne pas oublier non plus le C-Level et le COMEX sur ces sujets-là, parce que si on oublie certaines parties prenantes au bord du chemin, bah la greffe ne prend pas et on ne passe pas à l'échelle. Donc un niveau d'engagement à tous les étages dans l'entreprise, une couche d'agents qui nous permet d'avoir une approche mutualisée. Donc là aussi, moi je suis depuis toujours dans le monde de l'édition de logiciels, et donc l'IA ne déroge pas à la règle. Si on imagine l'IA one-shot, on n'y arrive pas. Si on l'imagine mutualisable, accessible pour l'ensemble des métiers du groupe, là ça devient beaucoup plus intéressant. Donc prévoir justement ce middleware qui permet d'exposer les agents qui ont été déployés, et puis évidemment assurer un maintien en condition opérationnelle de ces agents pour assurer une expérience utilisateur qui soit de bon niveau. Voilà. C'est les ingrédients qui sont, selon nous, nécessaires pour vraiment passer à l'échelle et avoir un impact fort sur les business. Merci. Je vais aborder très rapidement la durabilité. Cécile Belliot, la directrice générale de Bell, prend souvent la parole pour évoquer les deux jambes du groupe, la jambe de la rentabilité et de la durabilité. Thierry Blandinière, InVivo, a évoqué la troisième voie de l'agriculture pour réconcilier la compétitivité et l'impact environnemental. Comment l'IA, chez vous, contribue à mettre concrètement en œuvre la vision de votre direction générale? Alors, je pense que tu vas être déçu parce que, en fait, nous, notre expérience, elle a été peu concluante en fait, sur ce sujet. On a essayé d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser notre consommation d'électricité. Donc on s'est associé avec une start-up, on a installé cette solution dans une de nos usines, et puis l'objectif était de prédire en fait nos consommations d'électricité en fonction de nos niveaux de production et de faire des recommandations d'optimisation afin de justement faire baisser cette consommation d'électricité. Il s'est trouvé que les recommandations étaient déjà identifiées par nos équipes d'ingénierie, donc il n'y avait pas beaucoup de valeur ajoutée sur ces thématiques-là. Il s'est trouvé aussi que les investissements étaient de lourds investissements, donc difficiles à planifier. Et finalement, on s'est rendu compte que pour avoir un impact, il fallait déployer cette solution sur toutes nos usines, et le ROI n'était pas forcément très évident. Donc cette thématique-là a été plutôt un échec. Mais on réfléchit à travailler sur la diminution de nos déchets de matières premières, parce que, comme disait Stéphane, la matière première, elle est vivante, et donc comme elle est vivante, quand elle est processée, on n'arrive pas toujours au bon résultat, et le produit fini n'est pas toujours au bon niveau. 20 secondes. Vous avez suivi l'actualité, l'agriculture est impactée directement, donc la volatilité en agriculture, ça devient la norme. Donc pour nous, l'IA, c'est une méga opportunité de rendre notre agriculture plus résiliente. On a fait d'ailleurs une étude 2050 pour essayer de se projeter au maximum. On a identifié bien évidemment l'IA comme un levier intéressant pour mieux prévoir, optimiser et puis décider au bon moment. Donc on travaille sur ces trois axes grâce à l'IA. Je ne peux pas dévoiler ici les sujets qui peuvent être confidentiels, et puis de toute façon, on n'a plus le temps. Mais pour nous, au contraire, c'est vraiment une opportunité qu'on imagine salvatrice pour un certain nombre d'acteurs dans des filières agricoles. Voilà, donc très enthousiaste sur le sujet. Merci beaucoup, merci Valérie, merci Stéphane.